Bonjour, aujourd'hui c'est le cours sur la politique publique et l'analyse de la politique. Donc aujourd'hui on va regarder l'analyse de la politique de communication, la politique d'information gouvernementale, la prise de décision et la politique, et l'élaboration de politiques participatives et militantes. Nous allons toucher à plusieurs termes qui reviennent souvent: la communication, l'information, la politique d'information, politique de communication. Ce sont tous des termes que nous avons vus souvent. Aujourd'hui, le cours va toucher un peu aux sciences politiques et à la politique publique, mais ça fait vraiment partie de ce qu'on appelle le droit de l'information ou le droit de la communication. On va aller plus en détail aussi dans la définition et la distinction entre le droit de la com et le droit de l'information. Maintenant, je vais répéter des choses sur lesquelles vous êtes très familiers. Donc, la communication, c'est quoi? C'est la transmission d'un message ou d'une information. Vous l'avez vu dans plusieurs de vos cours. Donc, il y a le modèle Shannon-Weaver, où nous avons un émetteur, un récepteur, du bruit dans le message et un retour dans notre communication de notre récepteur à notre émetteur. C'est un vieux modèle que vous connaissez tous. Il a été critiqué, vous l'avez vu dans plusieurs de vos cours, je n'ai pas besoin d'en dire plus. On va se tenir à ça sur notre définition de qu'est-ce que la communication pour l'instant. L'information, nous l'avons vu dans le cours théorie et pratique des médias émergents la session dernière. Nous avons le modèle classique de l'information qui passe de l'information à la connaissance et le savoir, évidemment, à l'expérience. Donc, nous avons des données. Les données auxquelles on donne du sens deviennent des informations. Une information sur une autre information nous aide à avoir une connaissance ou un savoir. Et l'expérience, c'est la façon dont on utilise cette connaissance. Nous avons plusieurs types d'informations. Nous avons l'information environnementale ou intrinsèque. Pensez l'information qui existe dans la nature. Et nous avons ce qu'on appelle l'information codifiée ou sémantique, celle qui passe par les documents, donc les choses que nous devons lire, que nous devons interpréter. Nous avons la différence entre la connaissance et le savoir, nous l'avons déjà vu. Nous avons l'information explicite, donc c'est la connaissance que nous devons partager, que nous enseignons, et il y a la connaissance tacite, qui est la connaissance ou le savoir que nous avons déjà. Dans votre lecture de Sandra Brayman, elle introduit un modèle de qu'est-ce que l'information qui est très inspiré de ce que nous avons déjà vu auparavant. Elle rajoute une dimension contextuelle et sociale à qu'est-ce que l'information pour ensuite être capable de définir qu'est-ce que les politiques d'information et les politiques publiques. Pour Sandra Brayman, il y a 4 sortes d'informations. Il y a ce qu'elle appelle l'information étant une ressource. Donc, c'est quelque chose qu'une entité, une personne a besoin pour pouvoir fonctionner. Donc, le matin, j'ai besoin de savoir quelle est la température avant de pouvoir quitter la maison. C'est une information nécessaire pour moi. Il y a une façon aussi de voir l'information qui est une extension de la ressource qui devient une marchandise, quelque chose qui est commodifié, marchandisé. Donc, c'est quelque chose que l'on peut échanger, que l'on peut vendre ou acheter. J'ai un abonnement à un journal, donc je reçois chaque matin un courriel peut-être du magazine L'Économiste avec les dernières nouvelles qui ont été générées par l'équipe de rédaction du magazine L'Économiste. Si je ne paye pas mon abonnement, je ne reçois plus cette information-là. Donc, c'est quelque chose que je paie pour avoir quelque chose, pour avoir un renseignement, une information. Elle voit aussi ce qu'on appelle l'information comme un motif. Vous vous souvenez de qu'est-ce qu'une donnée? Donc, c'est une donnée qu'on peut enrichir avec plus de contexte, mais aussi de la structure. Donc, ça ressemble un peu plus au modèle classique de qu'est-ce que l'information, donnée, information, connaissance. C'est une autre façon pour elle de voir l'information. Et finalement, il y a ce qu'elle ajoute, sa vraie contribution, c'est l'information comme une force constitutive. Donc, d'un côté contextuel, phénoménologique, de qu'est-ce que l'information. Avec cette dimension-là, l'information devient comme un acteur qui influence et qui change les choses dans une société. Donc, l'information ici, c'est pas seulement quelque chose qu'on échange, c'est quelque chose qui peut affecter nos vies et qui joue un rôle. Et pourquoi est-ce que Mme Brayman nous parle de l'information comme une force constitutive? C'est parce que pour Mme Brayman, les États contemporains, donc
postmodernes utilisent l'information pour changer leur société, pour réagir à des événements en dehors de leur société aussi. Donc, l'information devient quelque chose de très important qui influence toute la société et comment les États prennent leurs décisions, mais aussi d'autres groupes dans notre société. Ce que je vais vous demander ici, c'est de plus considérer l'aspect phénoménologique et l'aspect contextuel de l'information en société. Je sais que ça peut être un peu flou des fois, et qu'est-ce qui est intéressant dans ce modèle-là ici, dans la dernière façon de voir l'information par Mme Brayman, c'est comme étant quelque chose dans une société qui affecte les sociétés. Et de là, sa théorie des politiques d'information. Ce que je veux que vous retenez du modèle de Brayman, c'est qu'elle essaie de sortir la définition de l'information de disciplines traditionnelles qui ont défini l'information, telles que l'économie ou la physique. Donc, quand elle nous parle de l'information comme une ressource, c'est un modèle économique qu'elle nous donne. Quand elle nous parle de l'information comme quelque chose qui est une marchandise, c'est encore une fois un modèle économique de l'information. Donc, le fait que moi j'ai une information et que quelqu'un d'autre ne l'ait pas, me donne une valeur de plus, quelque chose que je peux échanger contre autre chose. Le modèle de l'information comme un motif nous vient des perceptions de nos sens dans notre environnement. Donc, nos sens perçoivent toutes sortes d'impressions et essaient d'en faire un sens. Donc, on a déjà vu ça l'année passée avec le son, la lumière, le toucher. C'est une forme d'information. Donc, ça nous vient de la physique. Et qu'est-ce qu'on voit avec l'information comme une force constitutive dans la société? C'est que Mme Brayman essaie de sortir des approches plus instrumentales de qu'est-ce que l'information pour y rajouter une dimension politique et sociale. Et c'est ça dont je veux que vous vous rappeliez. Mme Brayman est une chercheuse que je connais très bien. On pourrait dire que c'est une de mes mentors qui travaille dans le domaine du droit de l'information. Donc, elle veut savoir comment l'information dans nos sociétés devienne plus que quelque chose que l'on perçoit ou que l'on peut vendre ou acheter et qui a une valeur, mais quelque chose qui influence toutes nos vies d'un côté politique et social, et peut-être même culturel. Donc, c'est ça qu'il faut retenir de la définition du modèle de l'information de Sandra Brayman. Le terme politique est un terme très difficile, particulièrement en français, puisqu'il n'y a pas toutes les dimensions qu'on peut avoir dans les termes similaires en anglais. En anglais, on peut parler de policy, de politics. En français, on a seulement le mot politique pour couvrir les deux choses. Donc, la politique, à la base, c'est toujours les relations de pouvoir, c'est la science du pouvoir, les relations de pouvoir entre des acteurs différents. Les politiques, ce sont plutôt les pratiques et les documents qui sont créés pour orienter les stratégies d'un gouvernement. Donc, les politiques passent souvent par des documents, par des lois, par des décisions. On peut retrouver des politiques au niveau autre que le niveau de l'État. On peut avoir les politiques d'une compagnie. On peut avoir les politiques de confidentialité d'une entreprise aussi. Donc, les politiques, c'est un mot assez gênant, souvent en français. Donc, on va essayer de démystifier un peu qu'est-ce que la politique. Puisqu'on parle des relations de pouvoir entre des individus, donc à chaque fois qu'on parle de politique, ça veut dire qu'on parle du public. Donc, on ne parle pas seulement d'individus, d'une personne à la fois. Il y a toujours en politique plus qu'une personne impliquée. Les gouvernements, les États annoncent leur politique. Des fois, les gouvernements font des choses et des fois, les gouvernements ne font pas des choses. Si un gouvernement ne veut pas venir à la table pour négocier avec un groupe autochtone pour un territoire donné, ne pas prendre de décision ou ne pas agir, c'est une façon d'avoir une politique. Quand le gouvernement Legault nous dit qu'il n'y a pas de racisme systémique au Québec, c'est une politique qu'il a. Donc, il dit qu'il n'y a pas de problème, donc il énonce une politique en même temps. Certains pourraient dire que c'est une politique de fermer les yeux sur une réalité. Ça, c'est un autre débat. Dans les politiques, on a souvent un côté rhétorique. En anglais, on aurait le war, the war on drugs. No child left behind. Donc, ce sont des énoncés qu'on peut se dire qui orientent les buts d'un État.
les politiques d'information, qui sont l'élément de base qu'on pourrait cadrer dans ce qu'on appelle le droit de l'information, ainsi que les politiques de communication, qui, elles, font partie du droit des communications, sont deux éléments qu'on a déjà regardés au début du cours, qui peuvent être conflictuels et un peu mélangeantes. Quelle est la distinction entre le droit de l'information et le droit de la communication? Est-ce qu'on devrait faire une distinction entre les deux ou pas? Est-ce que c'est pas la même chose ou est-ce que ce sont des choses complètement différentes? Je vais avouer qu'il y a peu de chercheurs sur la planète qui se posent ces questions-là, mais ce sont des questions qui sont posées dans ce domaine-là. Alors, à d'autres registres, on peut voir qu'il y a souvent un débat entre qu'est-ce que la communication, qu'est-ce que l'information. Ce débat-là, ici, revient directement. Peut-être un autre différent registre, mais c'est quand même un débat qui continue tout le temps. Est-ce que quand on parle des télécommunications, de la vie privée, des lois sur les obscénités, la propriété intellectuelle, est-ce qu'on parle toujours de la même chose? Est-ce qu'on parle du droit de la com ou du droit de l'information? Même dans le domaine, en anglais, on va voir, il y a des gens qui vont préférer utiliser le terme information policy, il y en a qui vont préférer le terme communication policy. Souvent, ça va un peu dépendre de la base d'attachement, l'origine du chercheur ou de la chercheuse. Par exemple, moi, j'étais formé en information, mais j'avais beaucoup de professeurs en communication autour de moi qui, eux, utilisaient le mot communication policy, mais j'étais dans une école qui faisait strictement de l'information, même si on formait des gens en communication aussi. Donc, on voyait toujours les deux termes être échangés et tout le monde s'entendait pour dire « nous parlons à peu près de la même chose en général ». Sauf que il y a des petites distinctions entre les deux, mais aujourd'hui, en 2021, la plupart des distinctions sont un peu gommées, on pourrait dire, parce qu'il y a une espèce de convergence qu'on peut voir des problèmes qui, des fois, étaient des problèmes strictement de télécommunication et d'autres problèmes qui étaient strictement des nouvelles technologies, comme Internet, les médias émergents, on pourrait dire, et il y a une convergence de ces problèmes-là. Donc, qu'est-ce que la politique d'information ou le droit de l'information? Évidemment, c'est toujours les politiques des gouvernements pour comment informer leur population. En France, on va probablement appeler ça la communication publique, ce que nous, probablement, en Amérique du Nord, au Canada, on appellerait plus la communication étatique. Comment est-ce qu'on va communiquer avec le public quand on est un État? Traditionnellement, le droit de l'information va regarder des questions comme la propriété intellectuelle, la confidentialité. Donc, qui dit confidentialité dit toujours vie privée. Vous savez, c'est pas la même chose. On l'a vu plusieurs fois. La sécurité des données, évidemment, l'accès à l'information et la gouvernance d'Internet. L'accès à l'information, ça nous vient de la bibliothéconomie des bibliothécaires. Il y a une tradition de nous travaillons avec des documents. Alors, comment est-ce qu'on peut rendre les documents du public avec lequel on travaille accessibles? Comment est-ce qu'on peut rendre les documents de l'État accessibles? Nous avons un cours là-dessus plus tard dans la session. En même temps que les politiques sur l'information, ou en d'autres mots, le droit de l'information se développait chez d'autres chercheurs, d'autres communautés de pratique, telles la bibliothéconomie, les informaticiens. D'un autre côté, les ingénieurs et les gens en télécommunication se posaient des questions sur le droit de la communication. Et le droit de la communication allait beaucoup plus loin parce qu'on avait aussi le côté juridique avec des questions fondamentales telles que la liberté d'expression, les obscénités, la censure. Donc, on a des traditions, des politiques de communication, du droit de la communication qui nous parlent du droit, de ce droit comme un droit humain qui a pris la forme des télécommunications parce que ce sont les premières technologies, les premières techniques que nous avons eues pour faire la diffusion de l'information en dehors des journaux. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a tout un cadre de loi qui a été formé, qui a été rédigé pour encadrer ce domaine-là. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est que, comme je l'ai dit plus tôt, il y a une convergence avec le domaine de l'information. Comme j'ai dit au début de la session, le droit de la communication, c'est souvent le cadre juridique
qui régit les télécommunications, mais aussi des droits comme la liberté d'expression. Le droit de l'information, lui, n'est pas tout à fait juridique de la même façon, mais régit des questions traditionnelles comme comment est-ce que les États communiquent avec les populations, quelles sont les politiques et comment informer et orienter ces politiques-là dans la société civile. On a des questions dans l'économie d'information, donc l'accès à l'information, la surveillance, qui viennent alimenter les questions du droit de l'information. Quand on parle d'accès légal, qu'est-ce que le gouvernement peut percevoir en termes d'information sur les citoyens? Donc, on a beaucoup de questions comme ça qui apparaissent. En même temps, on a des définitions alternatives de qu'est-ce que le droit des communications et le droit de l'information qui nous viennent maintenant de l'ONU. Le FAO, c'est un organisme de l'ONU. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont posés ces questions-là déjà. Et une des définitions alternatives qui fonctionne bien avec le cadre que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est que le droit de la communication, c'est un droit humain qui est orienté vers les personnes et les groupes. Tandis que le droit de l'information, c'est le droit qui est orienté vers les questions qui nous posent des problèmes avec les techniques dans nos sociétés. Donc, tout ce qui a rapport avec les techniques, les technologies, c'est le droit d'information. C'est une façon de le définir aussi qui est plus ou moins similaire. Donc, comme je l'ai dit, il y a quelques chercheurs qui se sont posés la question de qu'est-ce que le droit d'information, qu'est-ce que le droit de la communication depuis des années. Ce n'est pas tout à fait un débat, mais c'est quelque chose sur lequel beaucoup de gens se sont penchés. Et on a ici le modèle de Eileen Trout, qui a posé les questions, ça fait très longtemps, en 1986, qui, elle, avait une façon de regarder les deux domaines qui étaient séparés souvent. Et ce qu'elle nous dit dans son article, que je ne vous ai pas demandé de lire évidemment, c'est qu'il y avait toujours une réaction des normes de société, des lois, envers les nouvelles techniques, envers des nouveaux développements qui touchaient soit le droit de la communication ou soit le droit de l'information. Et qu'à chaque fois, on faisait une espèce de rapiessage pour ajouter la loi ou le cadre juridique ou la façon de faire qui pouvait répondre aux questions spécifiques qu'on avait vis-à-vis un nouveau phénomène du droit de l'information et du droit de la communication. Et elle, ce qu'elle nous dit, c'est que cette façon de faire-là est un peu mélangée et qu'au bout de la ligne, on a toutes sortes de cadres législatifs. Donc, ce que Mme Brayman nous dit, que l'information est constitutive à notre société. Donc, il y a un cadre législatif de l'information comme un acteur qui n'est pas tout à fait conséquent dans ses façons de faire dans nos sociétés. Donc, on a une crise ici, on a un problème, un nouveau phénomène, on répond là. Il y a un autre feu ici à éteindre, on va faire une loi ici, on va faire un autre cadre, une autre façon de faire là. Donc, elle, ce qu'elle voit, c'est plus le système en entier, et c'est pour ça qu'elle a créé une espèce de modèle qui nous parle à deux niveaux de la plupart des situations qu'on peut retrouver en politique publique dans le domaine de la communication et de l'information. Donc, le premier niveau qu'on peut regarder, c'est ce qu'elle appelle les entrants, les processus et les sortants. C'est quoi les entrants? En anglais, ce serait les inputs. Qu'est-ce qu'on met dans la machine? Quels sont les sujets qui nous inquiètent? Donc, d'après elle, quand on parle des sujets de l'heure, les problèmes, on pourrait dire, la surveillance et l'accès légal qui sont faits par les États sur le public, sont des questions d'entrants. Et là-dessus, on peut rajouter les renseignements aussi. Les processus, c'est comment est-ce que ces choses-là se vivent dans le quotidien? Quels sont les phénomènes, quelles sont les transformations d'une chose comme un entrant, comme la surveillance, l'accès légal ou les renseignements? Quelles sont les choses, les transformations qu'on peut faire et les problèmes que ça peut nous mener? Donc ici, elle nous dit qu'automatiquement, on a des problèmes avec la confidentialité et la vie privée, évidemment, la cybersécurité et l'accès à l'information. Et les sortants sont les résultats ou les outputs qui sont créés avec les problèmes actuels que nous avons dans les politiques publiques. Donc, quels sont les genres de problèmes qu'on peut avoir dans les sortants? Bien, tout ce qui a rapport avec la censure, la propriété intellectuelle, la concurrence, la neutralité sur Internet. Donc, on a des choses qui créent des situations, on a des processus, ensuite on a des résultats. C'est une façon de le voir. Ça, c'est la première partie de son modèle. La deuxième partie du modèle de Eileen Trout reprend encore le concept des entrants, des processus et des sortants. Sauf que ici,
au lieu de regarder des thèmes, des sujets, des problématiques, elle regarde plutôt des opérations ou des fonctions dans le domaine de la politique publique, du droit de la communication, du droit de l'information. Donc, comme entrant ici, on a ce qu'on appellerait les entrées de données, la collecte des données. Donc, comment est-ce qu'on va rentrer ces données-là dans le système, dans une technique ou dans un organisme? Deuxième question, on a des questions sur les processus. Donc, la sauvegarde, la recherche et le partage de données. Ceux qui ont pris le cours théorie et pratique des médias émergents avec moi la session dernière, vous vous rappelez du modèle de Savolainen sur les pratiques d'information qui sont toujours la recherche, l'utilisation, le partage. C'est le même modèle qu'on reprend ici. Finalement, on a ce qu'elle appelle les sortants. Et les sortants, pour elle, on pourrait appeler ça les plateformes ou les lieux sur lesquels les données sont transmises. Donc, l'édition, ce serait le livre, les journaux, les médias, la radiodiffusion, télévision, radio. Les transporteurs communs, c'est un concept qu'on va voir plus tard dans le cours. C'est permettre à une entreprise, plutôt obliger une entreprise qui a presque un monopole sur l'infrastructure d'une télécommunication, de l'obliger à partager à des concurrents son réseau. Donc, Bell est un transporteur commun dans le contexte canadien et doit vendre sa bande passante à d'autres entreprises qui, elles, peuvent ensuite revendre aux particuliers. On va voir ça plus tard dans le cours. Ensuite, on a Internet, évidemment, qui est la plateforme suprême dans les médias émergents. Le modèle d'Eileen Trout est très intéressant pour conceptualiser plusieurs problèmes à d'autres niveaux. Moi, j'ai beaucoup aimé de ce côté-là. Sauf que, est-ce qu'il y a nécessairement une transfiguration, une transformation ou une continuité entre les entrants, processus sortants? Je ne suis pas sûr. On va le tester tout de suite dans la matrice qui présente son modèle en entier. Donc, dans la matrice qu'on a maintenant, on a le modèle de Eileen Trout au complet, avec les entrants qui sont du côté les sujets, les thèmes, les problématiques, en vert, et en bleu, les fonctions ou les opérations entrant, processus, sortant, encore une fois. Et comment est-ce qu'il faut utiliser sa matrice? Il faut regarder, on peut regarder des thèmes et des problématiques et voir comment on peut les catégoriser. Donc, si je prends un exemple de la surveillance ou plutôt de l'accès légal, comment le gouvernement peut obtenir des informations, comment l'État peut obtenir des informations sur le public. Je peux avoir ici un cas dans mon entrant en vert ici, donc dans mon sujet, qui est la thématique de l'accès légal, les bases de données que les policiers ont sur les automobilistes. Donc, vous faites arrêter par un policier, vous êtes en voiture, le policier vérifie dans sa base de données sur son ordinateur et peut avoir toutes les informations sur vous seulement en tapant votre plaque, votre numéro d'immatriculation. Donc, il y a des données qui ont été collectées et qui sont déjà dans le système. Et donc, l'État, le représentant de l'État, le policier, peut fouiller et chercher qui est cette personne au volant de cette voiture. Donc, on voit ici que les entrées et les collectes des données sont mobilisées. Le policier peut même rajouter des notes sur votre dossier aussi. Donc, ici, j'aurais peut-être pu le mettre dans le processus, mais je l'ai mis ici, dans les entrants. Un deuxième exemple qu'on peut regarder, des processus et des processus en même temps. Donc, les données qui sont collectées par Facebook sur les utilisateurs. OK? Donc, c'est un problème de confidentialité, de cybersécurité en même temps. C'est aussi un problème de recherche des données par la plateforme, par ses utilisateurs. Donc, quelqu'un qui veut en savoir plus, un employeur qui veut en savoir plus sur vous, va aller sur Facebook et chercher votre nom. Et est-ce que je vais retrouver cette personne-là sur Facebook? Et qu'est-ce que cette personne-là montre dans ses photos? Qu'est-ce qu'elle dit sur son Facebook? OK? Donc, on peut voir processus. Et finalement, j'ai l'exemple sortant, qui est la propriété intellectuelle et la bande dessinée en ligne, qui est une forme d'édition sur une plateforme web. Donc, un petit exemple qui s'est passé cette semaine. On a un film court qui s'appelle Kératine, qui a plagié la propriété intellectuelle d'un BDiste en ligne qui s'appelle Adam Ellis, qui lui a fait une bande dessinée qui représentait un personnage qui s'est coupé les ongles, les a plantés dans le sol et ça a donné une deuxième personne qui est venue en vie. Les gens, les producteurs et les réalisateurs ont vu sa BD et ont refait sa BD plan par plan au cinéma. Ils ont fait un court film
qui a remporté beaucoup de prix. Donc là, ici, on a un problème de plateforme et aussi un problème de propriété intellectuelle. Donc, c'est une question de sortant-sortant ici, d'après le modèle d'Eileen Trout. Comme je l'ai dit, ce qui est sortant, ce qui est entrant, ce qui est processus, il y a des questions qu'on peut se poser là-dessus. Surtout que dans les entrants, qu'elle a mis du côté des sujets, des problématiques, elle a mis des questions qui sont la surveillance, l'accès légal, les renseignements. Mais est-ce que ça veut dire qu'une problématique qui commence là va se faire transformer dans les questions de confidentialité, vie privée, cybersécurité, sauvegarde, recherche, et finalement se transformer en une question de propriété intellectuelle ou qui a rapport avec l'édition? Pas nécessairement, même pas du tout, je pourrais dire, ça n'a pas rapport du tout. Sauf que c'est une façon de voir, de conceptualiser le domaine du droit de la com et du droit de l'information avec une certaine forme de convergence des problématiques ensemble. C'est aussi un très vieux modèle, donc il faut en prendre, il faut en laisser. On va maintenant regarder la matrice politique, qui est un modèle très important qui nous vient du domaine militaire, mais qu'on utilise beaucoup en stratégie d'entreprise et qu'on peut utiliser en communication aussi. Et évidemment, on peut l'utiliser en politique publique. Donc, dans votre autre projet que vous avez dans le cours pratique de communication publique, c'est un modèle que j'enseignais autrefois dans la première version du cours, mais j'ai préféré le ramener ici puisque c'est vraiment sa place ici. Mais c'est un modèle que si vous voulez utiliser dans l'autre cours, vous pouvez l'utiliser pour déterminer votre stratégie de plan de communication. Ici, on va l'appliquer plus pour comprendre comment les gouvernements prennent des décisions dans le domaine de la politique publique en général. Donc, qu'est-ce qui est important de comprendre? C'est chacune des étapes. Donc, en haut de la pyramide, on a ce qu'on pourrait appeler les objectifs. Qu'est-ce que l'objectif? Qu'est-ce que le gouvernement veut? Si on prend un exemple présentement sur la pandémie, quel est l'objectif principal du gouvernement Trudeau et du gouvernement Legault? Un à Ottawa et un à Québec. De façon générale, on peut dire que pour les deux gouvernements, enrayer la pandémie dans leur territoire est ce qui est de plus important et empêcher qu'elle revienne une fois que les taux ont diminué. D'un point de vue objectif, encore une fois, on peut se rendre compte tout de suite que Justin Trudeau, le premier ministre Trudeau, lui doit s'inquiéter de tout le Canada en entier, tandis que Legault, lui, se préoccupe beaucoup plus de qu'est-ce qui se passe au Québec. C'est très normal. Donc, même si que les deux ont à peu près les mêmes objectifs, d'enrayer et de combattre la pandémie, les objectifs ne sont pas exactement les mêmes puisque le territoire desservi n'est pas le même. Donc, pour M. Trudeau, quand il prend une décision, ça va affecter les 10 provinces et les 3 territoires canadiens. Et il a besoin de la coopération de chacune des provinces et des territoires pour que ça fonctionne. Présentement, il y a des provinces, il y a des territoires où la pandémie est presque nulle. Et il y en a d'autres, comme le Québec présentement, où on a perdu le contrôle. Donc, si on revient à M. Legault, c'est quoi le but de M. Legault? On pense, c'est d'enrayer la pandémie dans son territoire, donc au Québec. Maintenant, on va regarder la politique. Qu'est-ce que la politique? C'est la doctrine. Pensez un peu la philosophie de chaque gouvernement. La philosophie qui va accompagner l'objectif. Dans toutes les démarches politiques d'un gouvernement, il y a toujours quelque chose où on veut forcer le public, les partis adverses, des groupes de la société, à faire les choses que nous voulons qu'ils fassent. Donc, si je regarde le côté doctrine et le côté politique de M. Trudeau, M. Trudeau probablement trouve que le premier ministre Legault est très emmerdant dans ses demandes et ne fait pas exactement les choses qu'il voudrait qu'il fasse. Donc, à un moment donné, le premier ministre Legault a voulu réouvrir les commerces au printemps et au début de l'été 2020, tandis que le Québec était la province la plus affectée par la pandémie. Je peux vous dire que M. Trudeau probablement aurait préféré que le Québec continue son confinement. Du côté de M. Legault, il y avait probablement d'autres objectifs en dehors de pouvoir enrayer la pandémie. Donc, M. Legault, on pourrait le dire, s'inquiétait beaucoup de l'économie. Il s'inquiétait des commerces et des emplois
qui n'allait plus exister à cause de la pandémie et du confinement. Donc, il a voulu remettre l'économie le plus rapidement en marche au Québec. C'était son objectif. En même temps, il y avait l'objectif de combattre la pandémie. Est-ce qu'on peut dire que son objectif, donc, de combattre la pandémie était à 100% de ses priorités, ou est-ce que ses priorités étaient divisées? Donc, ses priorités étaient divisées envers sauver et protéger l'économie et en même temps enrayer la pandémie. Si on compare avec ce que M. Trudeau faisait, lui, à l'époque, lui, il a donné de l'argent à peu près tous les groupes possibles pour que les gens restent à la maison. Donc, il s'est dit, si les gens retournent travailler trop vite, on ne va pas enrayer la pandémie. Donc, je vais leur donner de l'argent pour qu'ils restent à la maison. Vous voyez tout de suite, ce n'est pas les mêmes objectifs que les deux gouvernements avaient. M. Legault, lui, son truc, c'était pas que les gens restent à la maison. Il voulait protéger son économie. Il voulait vraiment aussi que les enfants retournent à l'école. C'est un gros morceau de l'économie quand les écoles se font à distance. C'était gros pour lui. Donc, il y avait beaucoup de parents qui devaient garder les enfants. La productivité diminuait dans les foyers. Donc, lui, il voulait enrayer cette perte de productivité. Et donc, il a décidé d'ouvrir l'économie du Québec avant les autres provinces qui étaient moins affectées que le Québec. Donc, son objectif d'enrayer la pandémie n'était probablement pas 100% de sa priorité. Sa priorité était divisée. On pourrait dire que son objectif était de combattre la pandémie dans la mesure où l'économie était le moins affectée. Et ça devient un objectif et une doctrine. Donc, il a forcé les Québécois à faire ce qu'ils voulaient. En d'autres mots, il a réouvert l'économie pour que les gens puissent recommencer à faire du commerce. La stratégie, ça c'est le plan qu'on va faire pour décider, pour mettre en marche notre doctrine, pour obtenir notre objectif. Donc, la stratégie ici de M. Legault, c'est la réouverture des écoles et la réouverture de certains commerces au Québec. La stratégie, le plan de M. Trudeau, lui c'est le contraire, c'est de donner de l'argent à tous les groupes de Canadiens qui en ont besoin pour minimiser le fait qu'ils ont besoin de sortir et travailler en public. Donc, on a deux stratégies différentes. Qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi en stratégie? On a M. Sun Tsui, le fameux philosophe de la guerre chinois, le général Sun Tsui, qui, lui, nous rappelle tout le temps qu'on veut forcer les gens à faire ce qu'on veut sans utiliser la force. Utiliser la force, ça veut dire utiliser la police, utiliser les forces armées. Présentement, on pourrait dire qu'au Québec, avec le couvre-feu, où les gens peuvent se faire arrêter, M. Legault utilise la force, la menace de la force pour contrôler les pratiques et les comportements des Québécois. Les tactiques. Quelles actions spécifiques sont liées au plan? Donc ici, on va dans plus de détails dans notre stratégie. La tactique, c'est on va faire tel geste, tel geste, tel geste pour obtenir notre stratégie. Pour sauver l'économie, M. Legault a décidé de réouvrir l'économie, tranquillement. Donc, ça faisait partie de sa stratégie, réouvrir. Qu'est-ce qu'il a fait pour réouvrir? Les écoles, certains commerces, il les a réouverts. Maintenant, pour combattre le confinement encore plus, quelle autre stratégie a-t-il utilisée? Plutôt, quelle autre tactique, je devrais dire, a-t-il utilisé? Quelle action a-t-il pris? Le couvre-feu. Qu'est-ce qu'il voulait que M. Trudeau fasse? Ça vient beaucoup de M. Legault. M. Legault voulait que le gouvernement Trudeau empêche les Canadiens de voyager. Un problème très clair ici, c'est que ce n'est pas les voyageurs qui vont causer la plupart des problèmes de pandémie. Et ça, il faut toujours se rappeler qu'on fait les analyses des politiques, il faut voir les faits. Et là-dessus, il y a eu beaucoup de discussions sur l'impact des voyageurs et c'était une erreur. Peut-être que ce n'était pas une erreur du côté Legault, parce que M. Legault a aussi des objectifs qui veut protéger son gouvernement de la prochaine élection. Donc, quelque chose que les provinces font toujours au Canada, c'est blâmer le gouvernement fédéral. Donc, on pourrait dire que M. Legault a envoyé une grenade ou une patate chaude à M. Trudeau en faisant beaucoup de capital politique, accusant le fait que M. Trudeau ne voulait pas empêcher les Canadiens de voyager, comme si c'était ça qui faisait qu'il y avait un taux de pandémie très élevé au Canada, les infections, et au Québec. Il n'y a pas de corrélation entre les deux, mais M. Legault voulait se sortir d'une impasse inconfortable, donc il a envoyé une patate chaude, ou ce qu'on appellerait une grenade, à M. Trudeau pour le blâmer, lui. Il dit, si ça marche mal au Québec, qu'on a perdu le contrôle, c'est pas de notre faute, c'est de la faute du fédéral qui ne veut pas fermer la province, qui ne veut pas fermer les frontières. C'est de leur faute à eux.
Eux, ils peuvent fermer les frontières et ils ne le font pas. OK? Donc ça, c'est la partie des objectifs pour, encore une fois, si on retourne en haut dans les objectifs, qu'est-ce que le gouvernement Legault veut? Il veut rester au pouvoir aux prochaines élections. Est-ce que sa feuille de route est bonne et très positive avec les Québécois? Pas autant que dans le passé. OK? Les opérations, maintenant, ce sont toutes les opérations, tous les actes spécifiques qu'on fait pour mener à bien la tactique. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont voulu faire le couvre-feu? Vous vous souvenez, j'en ai parlé déjà en classe, on a tous reçu à 18h30 le samedi du début du couvre-feu, on a tous reçu un message automatique dans nos téléphones nous disant qu'à partir de 20h, on ne pouvait plus sortir. Ça fait partie des opérations. Okay? Et ensuite, ils ont mis les ressources pour que les policiers puissent se promener dans les rues des villes et arrêter n'importe qui n'avait pas le droit de se promener après 20h. Ça fait partie des opérations. Alors ça, c'est la matrice politique. On analyse qu'est-ce qu'un gouvernement fait, c'est ce qu'on doit utiliser. C'est un classique. On l'utilise du côté militaire, on l'utilise en entreprise, mais évidemment, il faut l'utiliser du côté politique aussi. Quand on fait une analyse de la stratégie, on considère évidemment les points de la matrice qu'on a observés auparavant, mais on doit regarder la politique, la stratégie, en regardant ce qu'on appelle la configuration des politiques et des stratégies, la pertinence de la stratégie et les dimensions sociales de la stratégie. Donc, on est en communication, on travaille avec des humains, même si on travaille sur la technique constamment, il y a toujours des conséquences humaines. Donc, il faut analyser quelles sont les conséquences sur plusieurs groupes d'une stratégie qui a été choisie par un gouvernement. On va pratiquer rapidement 2 cas d'analyse de stratégie. Le premier cas, on va regarder la décision de la ville de Toronto d'offrir Internet haute vitesse à prix modique aux habitants les moins fortunés de sa ville. C'est une décision qui a été prise tout récemment et on va voir un peu comment on peut l'analyser pour comprendre pourquoi est-ce que la ville a fait ça. OK. Donc maintenant, l'objectif. Quel est l'objectif? L'objectif est évidemment de donner accès à Internet à prix modique à une partie de sa population qui n'a pas accès à des prix concurrentiels pour Internet. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la ville va bâtir son propre réseau de fibre optique sur son territoire et le financer pour être capable d'offrir Internet à des gens qui vont se qualifier. Qu'est-ce que la politique ici? La ville a décidé d'offrir un service qui est habituellement réservé aux entreprises privées. Donc ici, la ville fait compétition directement à des compagnies comme Bell, TELUS et Rogers ou Robelus pour offrir son Internet. Quelle est la doctrine qui est véhiculée en partageant, en offrant Internet comme ça? Est-ce que, d'après vous, c'est une perspective conservatrice, un peu plus libérale, un peu plus socialiste, des politiques et de la vision de qu'est-ce que la ville doit faire pour ses résidents? Aux États-Unis, le phénomène que les villes offrent l'Internet à prix modique à sa population est très établi. Au Canada, pas vraiment. En général, on laisse ça à l'entreprise privée. Comment est-ce qu'on peut analyser ce que la ville de Toronto a fait? Pour vous donner des chiffres, la ville de Toronto, c'est un minimum de 2 millions d'habitants. Si on regarde seulement dans la ville même, si on regarde toute la couronne en entier, c'est 6 millions d'habitants. Donc, la ville de Toronto, en termes de population, est plus grosse que plusieurs provinces canadiennes présentement. En d'autres mots, la ville de Toronto a presque des responsabilités qui sont l'équivalent de celles d'une province. En faisant ceci, est-ce que la ville de Toronto s'ouvre à des attaques de Rogers, Bell et TELUS en termes de concurrence déloyale? Est-ce que la ville a le droit de faire quelque chose comme ça, comme on l'a dit? Dans les radiodiffusions américaines, c'est très normal que ces choses-là se fassent. Mais dans le contexte canadien, c'est tout nouveau, c'est du jamais vu qu'une ville offre Internet. Est-ce que dans les plans, dans la politique et les stratégies de la ville, est-ce qu'ils ont des plans pour combattre une attaque ou une remise en question devant la cour de Bell, Rogers ou TELUS qui accuserait la ville de Toronto d'offrir des services déloyaux? Quels sont les arguments que la ville de Toronto prend pour convaincre les autorités fédérales qui sont responsables de donner des bandes passantes, de gérer ça, le CRTC? Quels sont les arguments que la ville de Toronto utilise
pour justifier son investissement en Internet? Quels sont les arguments que la Ville de Toronto prend pour parler au public qui va financer un nouveau réseau Internet sur son territoire? Qu'est-ce qu'ils vont dire aux résidents qui vont lui dire, ben, nous, on ne se qualifie pas d'après votre programme. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait payer? Est-ce que la Ville de Toronto pense ouvrir son programme éventuellement à plus de citoyens, à plus de résidents de sa ville, pour être capable d'encore mieux financer et d'améliorer son réseau? Donc, si on regarde rapidement, l'objectif, c'est quoi? C'est donner l'Internet à prix modique aux résidents les moins fortunés de la Ville de Toronto. La politique s'inscrit dans une politique d'inclusion et d'accès à l'information. Quelle est la stratégie? Bien, la stratégie, il y a eu plusieurs études qui ont été faites, il y a eu plusieurs démarches de groupes en particulier qui ont milité pour que cette opération-là, pour que cette décision-là soit prise par la Ville. La Ville a écouté, il y a eu un vote au Conseil de Ville et l'option de créer un nouveau réseau a été adoptée. Maintenant, quelle est la tactique? La tactique, il va falloir maintenant implanter un réseau sur la ville. Il y a déjà une carte qui a été dessinée. On sait déjà où vont aller les fibres haute vitesse, où le réseau va être implanté en particulier, et le programme pour déterminer qui est admissible aussi va être fait. En termes de politique, pour revenir là, on sait déjà que les villes souvent se donnent des habitations à prix modique pour leur population et que souvent ces initiatives-là sont financées par le gouvernement fédéral et provincial des provinces. Donc, est-ce qu'une ville qui maintenant décide d'aller encore plus loin pour aider les moins fortunés de son territoire, est-ce que Internet maintenant, c'est normal qu'une ville puisse donner un service comme ça? Donc, si on se base sur les stratégies et les services qui sont déjà offerts ailleurs par la ville, on peut dire que c'est très normal. Même si c'est un peu peut-être à gauche pour certains, on pourrait dire que c'est très normal et dans la continuité des actions d'une ville que donner accès à certains services à sa population. C'est comme donner accès à des cours de tennis, à des bibliothèques ou à des piscines municipales. Ici, la ville reconnaît que l'accès à l'information est un droit très important pour les citoyens, surtout en pandémie. Je veux dire, la connexion que les gens ont avec le reste du monde se passe par Internet beaucoup ces temps-ci. Donc, en faisant ceci, la ville se donne un nouveau pouvoir. Maintenant, j'aimerais ça que vous réfléchissiez par vous autres-mêmes des 4 points qu'on a regardés rapidement. Objectif, politique, stratégie, tactique. On sait que la ville va l'implanter, ça va prendre quelques années. Réfléchissez-y et on en reparlera. Le deuxième cas qu'on va regarder, c'est le cas du gouvernement fédéral Trudeau qui a utilisé, ou commandé plutôt, des vaccins du fonds COVAX. Le fonds COVAX, c'est quoi? C'est un fonds international de pays plus ou moins industrialisés et riches pour pouvoir acheter des vaccins pour des pays en difficulté et un peu plus pauvres. Maintenant, chacun des pays qui a financé le fonds COVAX a le droit de se prévaloir d'une certaine quantité de vaccins pour ses propres besoins. Donc, il y a eu une controverse parce que le Canada, un des rares pays à le faire, dans les pays industrialisés, s'est prévalu de ce droit d'obtenir des vaccins qui, certains prétendent, sont des vaccins pour les plus pauvres de la planète. Alors, comment est-ce que le gouvernement Trudeau a justifié son choix quand ils ont pris cette décision? Quel était l'objectif? Si on revient à l'objectif, on pourrait dire que l'objectif aussi, c'est d'enrayer la pandémie le mieux possible en ayant le plus de vaccins pour le plus de Canadiens possible. On pourrait même dire que dans l'objectif du gouvernement canadien, du gouvernement Trudeau, c'est d'avoir plus de vaccins que nécessaire pour le Canada, en sachant qu'il y aurait des pénuries que l'on peut observer présentement. Donc, avec les pénuries, le gouvernement canadien s'est dit on va acheter plus de vaccins un peu partout et se prévaloir de plus d'options. Et les vaccins en surplus, on les donnera aux autres. L'objectif, c'est d'avoir le plus de Canadiens vaccinés. Donc, la politique aurait été d'acheter le plus de vaccins et d'investir dans le plus de vaccins
possible. La stratégie, c'est d'obtenir les vaccins, de placer une commande pour les vaccins du fonds COVAX. Et la tactique, évidemment, c'est d'obtenir les vaccins et les distribuer aux provinces. Donc, qu'est-ce qu'on pense qui était le cas? N'est pas vraiment le cas parce qu'il faut le regarder dans le contexte global en entier. Donc, est-ce que c'était une stratégie qui était vraiment basée sur COVAX principalement ou c'était une stratégie qui était basée sur toute la stratégie du vaccin du gouvernement Trudeau? C'est la question qu'il faut se poser. Maintenant, on va regarder la prise de décision qui est faite du côté plus stratégique et militaire habituellement, mais qui est aussi de beaucoup d'importance pour nous pour comprendre toutes les décisions politiques d'un État. Donc, il y a des décisions qui sont prises au niveau civil, mais il y a aussi des décisions qui sont prises au niveau des affaires extérieures et militaires. La doctrine Weinberger-Powell est une doctrine qui nous vient de l'ancien secrétaire d'État à la Défense, Caspar Weinberger, et de l'ancien chef de l'état-major américain, Colin Powell, qui plus tard est devenu secrétaire d'État aux affaires extérieures des États-Unis sous le premier mandat de George W. Bush. Cette doctrine-là, la doctrine Weinberger-Powell, c'est une doctrine qui veut déterminer dans quel cadre d'action, dans quelles circonstances est-ce que les États-Unis devraient s'impliquer dans des aventures externes, dans des lancers militaires à l'extérieur de ses frontières. C'est une politique, une doctrine qui a été utilisée beaucoup pour critiquer la guerre du Vietnam, mais aussi pour déterminer la guerre du Golfe de 1991 en Irak. La doctrine Weinberger, elle est inspirée de l'axe trinitaire du général prussien Clausewitz. Clausewitz est un philosophe de la guerre et il nous a donné, dans son ouvrage De la guerre, une doctrine très importante sur laquelle il recommande que les politiciens et les militaires s'entendent pour savoir dans quel cas est-ce qu'il faut se lancer dans une action militaire contre un ennemi ou pour aider un autre pays. La Trinité, l'axe trinitaire du général Clausewitz nous dit que pour avoir une action militaire, 3 constituantes de l'État d'un pays doivent être d'accord. Donc, l'État lui-même, en d'autres mots, l'exécutif de l'État, les militaires et le public. D'après Clausewitz, et c'est ce qui a été répété par Weinberger et ensuite Colin Powell, si il n'y a pas d'entente entre les 3 composantes, l'exécutif, les militaires et le public, il ne devrait pas avoir d'opération militaire en dehors des États-Unis ou d'un autre pays. Parce que quand on regarde ici, dans le cas de Clausewitz, lui nous parlait à l'époque de la Révolution française et de Napoléon. Donc, c'était quelqu'un qui était opposé à Napoléon en Prusse. Et c'est quelque chose qui a été adopté et mis à jour depuis plus que 200 ans par d'autres penseurs sur la guerre. Pourquoi est-ce que j'en parle ici? C'est que la doctrine Weinberger-Powell peut être utilisée dans d'autres circonstances pour comprendre quand est-ce qu'un gouvernement devrait prendre certaines décisions. Il devrait avoir au moins l'appui de plusieurs groupes dans la société avant d'aller de l'avant. Évidemment, ici, c'est vraiment plus particulier aux actions militaires, mais on veut toujours avoir le support de plusieurs groupes avant de prendre certaines actions qui ont des conséquences importantes. Donc, quand Clausewitz nous demandait d'avoir l'axe trinitaire, il voulait que l'exécutif du pays, de l'État, le gouvernement, veuille se lancer dans une action militaire. Il fallait que cette action militaire soit supportée de l'état-major militaire et qu'à l'époque, puisqu'on parle d'il y a plus que 200 ans, les nobles qui habitaient en Prusse soient aussi d'accord de se lancer dans cette action. Donc, dans le présent, évidemment, il n'y a plus de nobles, donc c'est devenu le public. Mais il faut encore que les politiciens aient l'accord et l'aval de l'état-major militaire, des militaires pour se lancer dans une opération. Donc, si les militaires disent au gouvernement, c'est pas une bonne idée, telle action et telle opération, donc on n'a pas tout à fait leur accord. C'est sûr que les militaires vont toujours obéir. Si le gouvernement veut vraiment se lancer dans une guerre, ils vont le faire.
mais il faut quand même écouter son état-major. Un cas important où le public n'était pas du côté du gouvernement, c'est la guerre du Vietnam des années 60 et les années 70. Donc, durant la guerre du Vietnam, une partie du public était contre cette guerre. Donc, n'ayant pas l'accord d'une grande partie du public américain, la guerre n'avait pas de légitimité dans la société. Donc, le gouvernement qui faisait une action militaire devait se battre à l'extérieur et convaincre du côté domestique sa propre population qui jugeait que cette guerre n'était pas nécessaire. Un exemple de guerre où on a eu l'axe trinitaire complet, c'était la guerre du Golfe de 1991, où là, le public était convaincu, l'état-major militaire et les militaires étaient convaincus, et évidemment, le gouvernement était convaincu qu'il fallait intervenir en Irak pour aider le Koweït. Est-ce que la guerre en Afghanistan a eu le même support? Pas tout à fait. Après les attaques du 11 septembre 2001, il y a eu un certain accord, mais ça a été très bref. Et rapidement, l'accord entre les partenaires, donc état-major, public et gouvernement, s'est effrité rapidement. La politique Weinberger, je l'ai dit, c'est la politique, la doctrine maîtresse aux États-Unis, mais qui est toujours critiquée. C'est quand même une doctrine ou ces adaptations qui est utilisée ailleurs, dans d'autres pays aussi. Donc pas seulement aux États-Unis, mais aussi ailleurs, souvent dans le monde occidental. Qu'est-ce que la doctrine Weinberger-Powell nous demande? Elle nous demande de répondre à certains critères importants. Est-ce qu'il y a des intérêts vitaux qui sont en jeu? Est-ce qu'on peut atteindre les objectifs qui sont déjà prédéfinis? Donc, ça nous pose beaucoup de questions ici. Et si notre lancée, notre opération militaire suggérée ne répond pas aux questions qu'on voit ici, alors la doctrine Weinberger-Powell nous recommande de ne pas se lancer dans une opération militaire parce que cela, à long terme, va être une cause perdante pour le gouvernement. Je vais vous demander de réfléchir un peu sur comment on peut adopter la doctrine Weinberger-Powell à un cas plus domestique tel que la pandémie au Canada. Comment est-ce que le gouvernement provincial Legault s'est allié de deux autres constituantes de la société pour mettre en œuvre sa politique et sa stratégie pour combattre la pandémie? Ici, on peut remplacer les militaires par les experts scientifiques en pandémie. Évidemment, le public reste le public. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de contestations dans le public de certaines des mesures qui ont été prises par le gouvernement Legault. On voit aussi qu'il y a beaucoup de critiques du niveau des experts en épidémiologie qui critiquent certaines des actions du gouvernement. Donc, est-ce que le gouvernement Legault, tout le temps, répond à l'axe trinitaire de Clausewitz? Ici, on veut faire la guerre à un virus au lieu de faire la guerre à un autre pays. Mais pour faire cette guerre-là, il faut avoir le support du public, des experts dans la matière. Donc ici, ce n'est pas des militaires, ce sont des experts en épidémiologie, en santé publique. Et évidemment, il faut que ça s'accorde avec les besoins et les objectifs du gouvernement. Pensez-y, ça va probablement revenir en examen. Donc, depuis le début du cours, au début du mois de janvier, on a appris beaucoup de choses sur les politiques d'information, sur le droit de l'information, le droit de la communication. Nous savons que les États obtiennent des informations sur nous. Ça fait partie de ce que Sandra Brayman appelle aussi l'information comme force constitutive de la société. Donc, c'est une façon de voir l'information qui circule comme quelque chose qui peut influencer les politiques. La façon dont les gouvernements obtiennent leur information sur les citoyens, c'est grâce à l'accès légal. Nous avons un cours là-dessus plus tard durant la session. Et au renseignement et la surveillance. Encore une fois, on a des cours là-dessus aussi. Nous avons le droit de demander au gouvernement de nous donner accès à des informations que ces gouvernements possèdent. Ça, on appelle ça le libre accès. Donc, de la même façon que eux utilisent l'information comme une force constitutive dans la société pour influencer nos décisions, pour nous dire quoi faire, nous aussi, nous pouvons réclamer cette information-là d'eux. Encore une fois, on a un cours plus tard dans la session sur le libre accès. Donc, les États communiquent des informations sur les lois et les réglementations constamment. Encore une fois, ça fait partie de la force constitutive de l'information dans la société. Donc, ce n'est pas seulement une ressource ou une marchandise, c'est plus que ça. Les institutions, les entreprises, mettre en œuvre aussi des politiques publiques pour partager leurs informations. Donc, quand l'université nous envoie un courriel pour nous informer sur les derniers développements en matière d'accès au campus durant la pandémie, ça fait partie des politiques
publiques et des politiques d'information de l'université. Donc, depuis le début du cours d'aujourd'hui, nous avons regardé comment analyser les politiques des gouvernements, comment comprendre quelles actions ont été prises. Maintenant, ici, on va regarder plutôt comment les gouvernements peuvent élaborer des politiques. Donc, on va jouer le rôle un peu plus du gouvernement. Quels sont les moyens, quelles sont les théories qui nous permettent d'expliquer comment prendre des décisions. Ici, j'ai un exemple de Doug Ford en Ontario, quand il a voulu fermer l'université francophone de l'Ontario. Rappelez-vous de cet exemple-là, je ne vais pas aller dans le détail dedans. On va peut-être utiliser un peu en dessous, mais c'est quelque chose qui va probablement revenir à l'examen. Maintenant, on va regarder qu'est-ce que la prise de décision, comment elles sont prises à l'intérieur d'un gouvernement. En termes des politiques informationnelles, donc les politiques dans le droit de l'information, Elisabeth Horna, qui est une chercheuse en droit de l'information, nous a donné une étude comparative de comment le Royaume-Uni et les États-Unis pratiquent la politique publique d'information. D'après Mme Horna, le modèle britannique est un modèle compétitif. Donc, chaque département ou ministère du gouvernement fait juste détailler sa politique d'information, partager son information avec le gouvernement sans qu'il y ait une prise de décision centrale, sans qu'il y ait un accord avec les autres départements. Donc, elle appelle ça un modèle compétitif et décentralisé. Le modèle américain, lui, est un modèle plus cohérent où il y a une politique centrale et la façon dont l'information est partagée suit certains axes plus cohérents qui sont répétés à plusieurs niveaux dans les lois et les départements américains. Ensuite, on peut regarder le modèle canadien, qui lui est très intéressant, surtout quand on regarde la dimension québécoise. Comment est-ce que les décisions sont prises au Canada? Moi, ça c'est mon avis à moi, j'appellerais ça plus ce qu'on appellerait une approche fonctionnaliste. Ça veut dire qu'on va amener les experts à se pencher sur des questions avec ce qu'on appelle des commissions d'enquête. Il y a beaucoup de commissions royales d'enquête au Canada où ce sont des comités, on va inviter le public canadien et les experts à venir parler de sujets et après ça, le gouvernement va prendre tout ça et créer une politique spécifique à partir du compte-rendu qui a été fait. On a aussi le corporatisme. Le corporatisme, c'est une représentation de tous les groupes. Le cas classique serait les syndicats, les grands employeurs et l'État. Tout le monde va s'asseoir autour de la table et va décider ensemble des politiques à faire. C'est une approche qu'on va trouver beaucoup plus au Québec. Ensuite, on a le modèle pluraliste. Le modèle pluraliste est plus semblable à celui qu'on va retrouver au Royaume-Uni, où là, on va vouloir avoir l'opinion de plusieurs groupes, mais les groupes entre eux vont se faire compétition pour faire en sorte que leur vision des politiques soit celle qui soit adoptée. Donc, ça va donner lieu à ce qu'on appelle du lobbying. Dans votre lecture de cette semaine, vous avez pu lire dans Rochefort et Cobb le modèle traditionnel du processus de politique publique. Donc, les analystes qui travaillent pour les politiciens, les attachés politiques et les autres experts qui travaillent, quel est le processus par lequel ils déterminent les politiques publiques? Première étape, ils font une recherche et une documentation sur le problème qui se présente. Deuxième étape, il y a une évaluation du problème par des experts, les analystes politiques et les politiciens. Troisième étape, ils essaient de répondre aux causes du problème par des actes législatifs ou d'autres pratiques similaires, comme des énoncés. Quatrième étape, on s'attarde au problème jusqu'à ce que le problème soit résolu. Ça, c'est le modèle classique. On va aller en plus de détails maintenant. Dans ce modèle classique, qu'on pourrait aussi appeler analyse politique rationnelle, on croit que les acteurs qui participent aux décisions qui sont prises pour la politique sont rationnels. Donc, ils prennent les meilleures décisions à partir de l'information qu'ils ont et ils sont capables de faire le pour et le contre pour déterminer quel est le meilleur scénario pour le plus de personnes possible. Et ensuite, comment on va indemniser ceux qu'on ne peut pas aider. Donc, disons qu'on doit fermer une entreprise, une usine pour cause de pollution, comme l'amiante. On ne peut rien faire pour ceux qui sont laissés pour compte, les anciens travailleurs de la mine d'amiante. Alors, quel est le meilleur choix pour toute la société? C'est de fermer la mine en entier. Et les gens qu'on ne peut pas aider directement, donc ceux à qui on ne peut pas permettre de continuer d'exploiter la mine, on va les réaffecter et les indemniser pour leur donner peut-être des formations qui puissent apprendre d'autres métiers. Donc, il y a toujours des perdants, mais on essaie d'aider les gens qu'on ne peut pas aider à 100%, à qui on ne peut pas donner la réponse ultime qu'ils voudraient. Donc, on les aide d'une autre façon. Donc, cette façon de voir les décisions qui sont prises assume
qu'il y a une rationalité des acteurs qui prennent les décisions et que les décisions ne sont pas émotives ou prises pour toutes sortes d'autres raisons politiques. C'est le modèle rationnel économiste. Maintenant, la réalité. Dans notre modèle rationnel, si on prend l'exemple de Doug Ford qui a voulu fermer l'université francophone à Toronto, qui est en développement depuis plusieurs années, en regardant les finances de la province, quand il a pris le pouvoir en 2018, il y avait 4 projets d'université dans le Grand Toronto. 3 de ces projets étaient pour des universités existantes qui voulaient créer des nouveaux campus pour être capables d'absorber encore une plus grande population. Vous savez, la région de Toronto est une région en haute croissance. Et le 4e projet était pour bâtir une université francophone qui serait basée à Toronto, où on remarque depuis plusieurs années qu'il y a une augmentation de la population francophone qui est plus importante que celle qu'il y a à des endroits traditionnels où les francophones de la province habitent, dont la région de Sudbury ou la région d'Ottawa. Donc, à Ottawa et à Sudbury, il y a déjà des universités bilingues, mais il n'y a aucune université francophone à 100%, comme on retrouve au Québec quand on regarde l'Université McGill, l'Université Concordia ou l'Université Bishop. L'Université francophone de l'Ontario aurait été la première université totalement francophone et non bilingue. Et il y avait un grand besoin pour cette université-là. La ville de Toronto a aussi besoin de plus d'universités, comme je l'ai dit, c'est pour ça qu'il y avait 4 projets. Regardant les finances de la province, M. Ford s'est dit, il n'y a pas assez d'argent pour maintenir les promesses des libéraux que j'ai défaites. Donc, on va fermer les 4 projets d'université. Et c'est là qu'il y a eu un problème en termes de la décision du gouvernement Ford et qu'il a dû reculer. Est-ce que la décision du gouvernement Ford était totalement rationnelle? Beaucoup de critiques pourraient dire que le gouvernement Ford avait a priori moins d'ouverture envers la création d'universités et aussi moins d'ouverture envers la communauté francophone de l'Ontario, qui est une minorité importante et historique. Est-ce que le gouvernement Ford a vraiment utilisé de rationalité, puisqu'on assume que les libéraux de Kathleen Wynne, qui étaient au pouvoir avant, ont vraiment vérifié et vraiment compté les chiffres avant de promettre l'expansion de 4 projets d'université en Ontario. Ils ont dû se dire que, les libéraux auparavant, que pour le développement de la province de l'Ontario, qu'il fallait permettre aux 3 universités d'ouvrir des nouveaux campus parce qu'il y avait vraiment un besoin d'absorber une population grandissante d'étudiants universitaires, de leur donner une formation sans qu'ils aient à s'exiler trop loin. En même temps, le projet d'université francophone est un projet historique qui date depuis les années 50-60 en Ontario. C'est une demande de la population francophone que d'avoir sa propre université qui n'est pas bilingue. Les études étaient à l'appui que cette université devait se retrouver à Toronto, là où il y a une croissance importante de la population francophone. Donc, on assume que le gouvernement libéral, avant le gouvernement conservateur de Ford, ont vérifié les chiffres avant de promettre un tel projet. Dans une vision canadienne aussi, l'université francophone faisait l'affaire du gouvernement fédéral qui veut toujours promouvoir le bilingualisme partout au Canada. Donc, est-ce que le gouvernement Ford a utilisé de rationalité ou est-ce que, comme plusieurs gens disent, il a voulu s'attaquer à l'éducation et aux francophones en clamant qu'il n'y avait plus d'argent dans les coffres pour financer des projets qui, vous savez, l'éducation, c'est toujours important et ça fait partie du développement économique d'une province. Est-ce que c'est normal, dans ce cas-là, de fermer l'accès à l'éducation quand on sait que l'accès à l'éducation augmente toujours le potentiel économique? Comment est-ce que le problème a été défini avec M. Ford, avec son gouvernement? Au début, le gouvernement de Ford ne voyait pas de problème. Évidemment, la réponse a été virulente. Les 3 autres projets anglophones, il n'y a pas eu trop de tollé là-dessus, mais le projet francophone a touché au cœur même de la population francophone de l'Ontario, qui était toujours affectée et qui s'est toujours sentie minoritaire et moins protégée que la population anglophone du Québec. Donc, c'était une attaque directe qu'il n'avait pas vu venir. Ça a pris beaucoup de temps avant que le gouvernement Ford recule, mais finalement, il a reculé en regardant qu'il y avait une opportunité politique de peut-être aller chercher des votes dans une communauté importante en Ontario. Donc, ne pas se mettre à dos aussi rapidement dans son mandat politique une population qui est protégée et pour qui toute attaque contre elle est une attaque importante qui lui a valu la critique du gouvernement québécois et du gouvernement fédéral. Est-ce que, disons que les chiffres étaient sereins, qu'il avait les vraies indications économiques et que vraiment ouvrir les 4 projets d'université, dont l'université francophone, était une erreur?
Est-ce qu'en reculant, est-ce qu'il a utilisé de rationalité? Si les chiffres étaient vrais, non. Il aurait dû garder la ligne puisque c'était la bonne décision d'un point de vue économique pour la société. Mais il a reculé. Probablement que si son projet avait été si rationnel, il n'aurait probablement pas été contre la volonté d'une minorité importante en Ontario, qui a toujours été attaquée et qui avait fait ses devoirs. Rappelons-nous encore ici l'axe trinitaire, donc la population francophone de l'Ontario et la population générale de l'Ontario, qui était plus ou moins en faveur d'une université francophone, les experts en éducation et en développement économique, et ensuite le gouvernement. Est-ce que les trois axes étaient d'accord pour les fermetures des 4 projets d'université? Probablement pas. C'est une décision du gouvernement qui a renversé la décision du gouvernement précédent. Maintenant, il faut se poser la question de pourquoi Kathleen Wynne a annoncé ces 4 projets-là à la fin de son mandat. Il y a un petit peu de jeu politique ici qu'il faut comprendre aussi. Il ne faut pas ignorer le fait qu'elle aurait pu annoncer ce projet-là beaucoup plus tôt dans son mandat politique. Peut-être que c'est une patate chaude, une grenade qu'elle a voulu donner à M. Ford. Si c'était ça le plan, ça a fonctionné. En se basant sur l'article de Rochefort et Cobb, on va regarder comment nous devons définir un problème qui est sous étude en politique publique. Donc, il y a 4 éléments dont nous parlent Rochefort et Cobb. Le premier, c'est la causalité. Donc, c'est savoir qu'est-ce qui a provoqué le problème, son origine, qui est responsable de la situation et quelles sont les autres définitions du problème qui existent dans notre environnement. Donc, si je regarde le problème de l'Université francophone de l'Ontario, qu'est-ce qui a provoqué le problème? Le gouvernement Ford s'est dit, nous n'avons pas d'argent pour financer cette université. D'où vient le problème? C'était une promesse électorale qui provenait du gouvernement précédent libéral. La responsabilité individuelle, encore une fois, venait du Parti libéral. Et quelles sont les luttes concurrentes sur la définition du problème? Donc ici, on a la communauté francophone qui, elle, dit, vous nous avez promis une université. Ça fait plus que 40 ans qu'on se bat pour avoir cette université. Nous avons besoin de cette université. Et c'est pas une question de budget, c'est une question de dignité morale et de subvenir aux besoins d'une minorité linguistique officielle canadienne et de lui donner ses moyens pour que sa communauté puisse réussir en français. Quand on regarde la nature du problème, il y a plusieurs dimensions qu'on peut regarder. Donc, le perceptuel, on observe juste comme ça. Le cognitif, donc on essaie d'interpréter les signes. L'affectif, les sentiments. Donc, il y avait beaucoup de sentiments avec les communautés francophones ici. Et le conatif. Le conatif, ça veut dire quel est le potentiel d'action. Qu'est-ce qui peut être fait pour régler la situation? Qu'est-ce qui peut être fait pour expliquer quelles sont les actions qui ont été prises? Dans ce même modèle qui tend à expliquer le problème en dehors de ce qu'on appelle la rationalité, tel qu'argumenté par Rochefort et Cobb, on se rend compte que dans la définition du problème, il y a un argument qui dit que les solutions définissent les problèmes. Donc, il y a une relation symbiotique et même dialectique entre le problème et sa solution. Donc, ici, un des auteurs qui est cité par Rochefort et Cobb nous dit qu'il n'y a pas de solution sans problème, il n'y a pas de problème sans solution. Donc, les deux sont liés l'un avec l'autre et qu'on va seulement considérer un problème si on peut trouver une solution à ce problème. Autrement, le problème ne sera jamais résolu. On va seulement prétendre régler le problème sans jamais vraiment le régler complètement. Et évidemment, probablement donner la responsabilité du suivi du problème à d'autres intervenants, d'autres experts ou des parties intéressées. Le modèle Rochefort et Cobb, bien que n'étant pas tout à fait un modèle rationaliste traditionnel puisqu'il conteste le rationalisme, donc une forme de positivisme, est toutefois un modèle plus ou moins phénoménologique, mais qui tend à rester dans le cadre habituel pour nous permettre d'expliquer avec un modèle plus complexe qu'est-ce qui se passe dans la prise de décision et dans les décisions politiques qui sont prises de façon traditionnelle. Donc, si on se rejoint à ce qu'on dit dans les sciences politiques, ce ne serait pas un modèle réaliste, ce serait un modèle plus ou moins libéral d'un point de vue idéologique et scientifique, qui va probablement regarder un peu plus l'interdépendance entre plusieurs acteurs et plusieurs phénomènes et plusieurs contextes de la phénoménologie. Mais il y a une autre façon de voir la prise de décision et les politiques publiques. Il y a ce qu'on pourrait appeler les politiques participatives. Les politiques participatives utilisent la communauté pour l'intégrer dans le processus de décision. Un exemple que je pourrais donner ici, ce serait la décision d'inclure un conseil de bande ou une communauté autochtone dans une prise de décision sur un développement minier
à faire dans la région ici. Les décisions qui seraient prises ici ne seraient pas nécessairement rationalistes et basées sur des arguments tels que l'économie, ou même l'environnement, ou même le savoir, ou le développement technique et l'innovation. Ça pourrait être basé sur des questions telles que la rivière qui serpente cette région-là ici, c'est l'esprit de la montagne et de la région de nos ancêtres. Donc, créer une exploitation minière dans cette région-là va perturber l'esprit des ancêtres et des dieux de cette rivière qui protègent notre communauté aujourd'hui en 2021 et plus. Donc, c'est l'intégration d'une forme de connaissance différente. Et c'est l'acceptation ici d'intégrer le savoir et les connaissances, dans l'exemple que je donne, des communautés autochtones, et de ne pas les juger au même niveau que les principes habituels, donc l'économie, l'innovation, l'emploi, l'environnement. Non, ici on va accepter que l'esprit de la rivière, comme valeur sur laquelle on prend une décision, est aussi important que l'économie et d'autres arguments, entre guillemets, rationalistes. Donc, il y a une intégration du savoir qui se fait. Les politiques participatives sont très difficiles car les gens doivent parler ensemble et nous devons accepter la perspective de l'autre. Pour plusieurs d'entre nous autour de la table, l'esprit de la rivière, on s'en fout. Et pourtant, ce que les politiques participatives nous disent, c'est que non, il ne faut pas s'en foutre de l'esprit de la rivière et que c'est pas parce que nous, dans notre rationalité occidentale, on ne croit pas à l'esprit de la rivière que nous ne devons pas respecter cette connaissance et ce savoir et les pratiques autour de la population qui, elle, a toujours habité sur ce territoire. C'est un exemple de politique participative. Finalement, on peut aussi établir des politiques militantes. Par politique militante, je veux dire une politique qui, en plus de critiquer une orthodoxie, est aussi une politique qui essaie de changer les choses par le pouvoir des communautés et de plusieurs groupes qui se penchent sur une question commune dans leur environnement. Pour reprendre notre exemple minier, au lieu d'avoir une politique participative où nous invitons les Autochtones autour de la table, ici, on pourrait avoir une discussion des étudiants de la région, de l'université, sur un développement minier qui serait le même et essaierait de trouver des solutions constructives en amenant des groupes qui sont farouchement opposés à ce développement minier ici, mais amènent ces gens autour de la table pour discuter et de prendre des décisions, mais de façon militante. Donc, si les étudiants s'organisaient pour se faire entendre et être à la table des décideurs qui vont décider du projet de mine, il y aurait une mobilisation qui serait faite, il y aurait des discussions qui seraient faites en public et avec les personnes intéressées, donc les gouvernements, les promoteurs du projet et le reste de la société civile. Dans ce qu'on appelle la politique de l'information, et de la communication, le droit de la communication, le droit de l'information. Les mobilisations militantes ne sont pas aussi fréquentes que dans d'autres domaines comme l'environnementalisme ou les questions de genre ou les questions de droits de la personne. Souvent, avec les techniques, les gens sont un peu plus dispersés et moins en train à critiquer les techniques de façon militante. Souvent aussi, il y a une complexité des problèmes avec les médias émergents où les personnes ne se sentent pas capables de répondre à ces problèmes-là, mais beaucoup des questions qu'on a présentement avec les médias émergents nous ramènent toujours avec des questions du droit de la communication, du droit de l'information, comme des questions sur la vie privée, des questions sur la confidentialité, la surveillance, l'accès à l'information. Donc, ces questions-là reviennent tout le temps, d'une certaine façon. C'est donc possible d'utiliser des politiques militantes pour faire changer les politiques publiques. Il y a une possibilité que les politiques militantes utilisent des moyens non conventionnels pour faire passer leur message. C'est très possible, ça aussi. Une grève de la faim ou une occupation d'un territoire par un groupe font aussi partie des politiques militantes. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, on a vu que les politiques publiques dans le domaine du droit de l'information, du droit de la communication, touchent beaucoup au domaine des sciences politiques. Et c'est vrai. Tout ce qui est politique publique fait partie de la science politique, qui est la science du pouvoir entre des groupes divers. Mais il y a aussi tous les problèmes qu'on voit en communication, en information, mais des problèmes aussi qu'on peut voir d'un point de vue sociologique, de participation de plusieurs groupes dans des prises de décision et de comment s'assurer que ces groupes veulent aussi contribuer aux décisions ou les convaincre. Je vous encourage de faire les lectures de cette semaine et de regarder la vidéo en YouTube que j'ai rajoutée sur les 5 règles pour aller en guerre. C'est tout et à la prochaine.